Salut à tous, c'est Monsieur Matos. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo checklist. Vous avez été un certain nombre à voir sur le blog d'une vie en vrai notre sortie bivouac au sommet du Mont Aiguille. Vachement beau ça. Et à me demander quel matériel on avait pris pour ça. Donc c'est parti, voilà ce qu'on avait dans notre sac. Alors avant de me faire tomber dessus par tous les mules qui verront cette vidéo, je le dis dès le départ, on n'est pas parti en mode hyper light. On est parti en mode on se fait plaisir, on va bivouaquer en amoureux et donc être plutôt confortable. Ça veut dire qu'on va encore se péter le dos. Par rapport à tout ce que je vais vous montrer là, oui, il y a moyen de s'alléger. La première chose à faire quand on part sur ce genre de sortie, c'est de bien regarder le topo. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il a jamais l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Pour bivouaquer au sommet du Mont Aiguille, voilà les différentes étapes. Tout d'abord, on va avoir une marche d'approche en forêt en versant ouest d'environ 2 heures. Oh, c'est mignon. Donc c'est le genre de marche d'approche où généralement on n'a pas froid. Après, on va avoir toute la partie en escalade qui va se dérouler en versant nord, donc à l'ombre. Donc on va se peler le cul. Et qui va alterner des passages en 3, 4 grand maximum, donc assez facile, avec des passages où on va être à la corde tendue, façon via ferrata. On commence par 3 petites longueurs de 3 sup. Ensuite, on va enchaîner une remontée avec un câble, puis des enchaînements de gradins assez faciles, pour finir par une cheminée de 70 mètres à peu près. Oh, moi j'ai un petit convecteur électrique, ça va bien. En 3 sup 4, mais équipé d'un câble. Du coup, avec tout cet équipement en place, ça sert à rien de prendre ni les coinceurs ni les pitons. Le sommet, c'est une grande pente herbeuse, donc très agréable pour bivouaquer. Puis pour redescendre de là-haut, on va enchaîner 2 rappels, plus un facultatif, dont le plus long fait 50 mètres, donc il va nécessiter 100 mètres de corde. Et après, vous n'avez plus qu'à reprendre le même chemin pour rentrer à la voiture. Sur moi, j'avais mon pantalon d'alpinisme estival, avec des renforts aux genoux et des aérations aux cuisses. Une paire de chaussettes, un boxer respirant, Eh ben on saura tout. et un t-shirt respirant, léger, manches courtes, en laine mérinos. Au pied, une paire de chaussures d'alpinisme légères, prévues pour le rocher. Vu le faible niveau technique de la voie, les chaussons d'escalade sont absolument inutiles. Le top du top, c'est ce qu'on avait, c'est-à-dire des chaussures d'alpinisme légères, vraiment orientées pour le rocher. Pour moi, les Trango Guide, et pour ma chérie, des Trango S. Si vous n'avez pas de chaussures d'alpinisme, ça peut très bien passer avec des bonnes chaussures de rando, voire même avec des chaussures d'approche, à condition d'avoir des chevilles assez solides pour la descente. Dans mon sac, j'avais mon softshell léger, une doudoune 3 saisons, une petite doudoune sans manches en complément, et une veste imperméable très légère au cas où. Cette sortie a eu lieu fin septembre, et dans la voie en face nord, mon petit softshell était un peu light, du coup j'ai dû le compléter avec mon petit gilet doudoune pour la majeure partie de l'ascension. Ma chérie, avec son softshell Montura Kalimnos, un peu plus chaud et plus protecteur que le mien, a pu rester seulement avec ça sur toute l'ascension. La descente se fait en versant nord-ouest et le lendemain matin, ça caillait un peu. Du coup, moi j'ai gardé la micro doudoune et ma chérie a gardé sa doudoune Patagonia. Pour ce genre de sortie, je préconise ce type de gants. Des mitaines convertibles qui vous permettent à la fois de grimper, mais de vous protéger le bout des doigts quand vous assurez. Pour le textile comme pour le reste, je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour ça, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les 4 couches à porter en haut du corps et une autre sur les pantalons à utiliser en randonnée ou en alpinisme. Vous aurez tous les détails et c'est pareil avec tout le reste du matériel. Et maintenant, le matos. Donc comme je le disais, le dernier rappel de 50 mètres demande à avoir 100 mètres de corde. Nous on avait pris 2 fois 50 mètres de Cobra, une corde à double de 8,6 mm. Ce coup-ci j'avais plus les longueurs adaptées, mais les fois précédentes j'avais pris une ice line plus fine et plus légère. La particularité dans la voie normale du Mont Aiguille, c'est que vous allez alterner des passages où vous allez tirer des longueurs, et d'autres où vous allez être à corde tendue. Du coup, vous allez être obligé de revoir votre encordement très régulièrement, et donc avec une corde à double, ça peut vite être le bordel. Je l'avais pas encore au moment de l'ascension, mais le top du top, ça aurait été d'avoir ça. Une corde Opéra en 8,5 mm, une triple homologation que l'on peut donc utiliser à simple. Pour les connaisseurs, c'est comme une Joker, mais en plus fin. Ah ouais. Du coup, ce que je recommande, c'est d'utiliser une corde comme celle-là à simple sur toute l'ascension et d'avoir un autre brin de 50 mètres dans le sac pour tirer les rappels. On dirait pas, mais il réfléchit vachement des fois. Au niveau baudrier, pas la peine de prendre un truc trop confortable, vous serez rarement en suspension en plein gaz. Vous pouvez donc partir avec un baudrier extrêmement léger. Comme je le disais, la voie est très bien équipée, donc inutile de prendre des coinceurs. Par contre, quelques dégaines et des dégaines magiques. Alors pour ceux qui connaissent pas, la dégaine magique, elle est composée d'une sangle d'inéma qui permet d'ajuster la longueur en fonction des besoins. Allez, c'est sûr, c'est magique. Hein. Des sangles en d'inéma, mais c'est moins pour poser des points que pour faire les relais, donc vous pouvez n'en prendre que 2 ou 3. Évidemment l'assureur qui vous permettra aussi de descendre en rappel. En montagne, j'ai toujours horreur d'avoir une vache sur moi. Ouais, c'est sûr, ça doit faire lourd, quoi. Mais vu que la voie normale est équipée de câbles, ça peut être pratique d'avoir une double longe. Elle n'a pas servi, mais quand je pars en montagne en cordée, je prends toujours ma micro-traction. Ça peut me sauver les miches ou celles de mes compagnons de cordée. Pas forcément indispensable, mais je l'adore pour avoir des relais propres. Mon mousqueton William, qui me sert de mousqueton de travail, sur lequel je fixe mon assureur, mon mousqueton pour me vacher et la vache de mes collègues.
Bon là il a pas verrouillé ses mousquetons, mais on s'en fout, il tourne dans sa salle de bain de toute façon. Alors... Le casque, absolument indispensable pour cette voie. En raison de la fréquentation et des bouquetins qui s'amusent juste au-dessus de votre tête, ça peut parpiner sévère. Et je vous rappelle que le final s'effectue dans une cheminée, donc casque obligatoire. Ça c'est le modèle Sirocco de chez Petzl. Avec ma chérie, on l'adore, on ne jure que par lui, tout simplement parce que quand on l'a sur la tête, on n'a pas l'impression d'avoir un casque. Les talkie-walkie. Alors nous, on les prend de temps en temps quand on fait de la grande voix. On a une petite voix fluette et donc on s'entend pas toujours au relais. Et là, rien que pour le rappel de 50 mètres, ça peut être sympa de pouvoir communiquer. Bouton rouge, Régis. Maintenant, le couchage. Alors niveau matos de bivouac, c'est là qu'on aurait pu faire plus léger, mais on voulait être vraiment confort. On avait notre bonne vieille tente MSR Zoid 2. Celle-là, elle nous a accompagnés partout, au Maroc, au Pérou, dans les Alpes, les Pyrénées, en toute saison. À ce moment-là, j'avais pas encore la Big Agnès, mais ça m'aurait arrangé parce que ça aurait quand même été 900 grammes de moins à porter sur le dos. En tout cas, on a décidé de la prendre et on n'a pas regretté parce qu'on était bien au chaud pour prendre notre petit déj. Ce coup-ci, on a eu de la chance, on n'a pas eu trop de vent au sommet. Mais il m'est arrivé de dormir là-haut par grand vent et de guetter toute la nuit pour veiller à ce que la tente ne s'envole pas. Mon compagnon de cordée de l'époque, qui regardera certainement cette vidéo, s'en rappelle encore. Tu m'étonnes qu'il s'en souvient. Bref, si vous montez une tente là-haut, prenez quand même quelque chose qui tient bien le vent. Par exemple, j'ai hésité cette fois-ci à ne prendre que le double toit, mais dans cette configuration, le vent peut passer sous la toile et tout arracher. Les matelas, donc là, on a joué confort, on a pris les Evolite, qui nous accompagnent partout. Ce matelas-là, vous le retrouvez dans ma vidéo sur comment choisir un matelas de randonnée. En tout cas, moins de 400 grammes, c'était l'idéal. En duvet, j'étais pas non plus allé au plus léger, j'avais choisi mon Phantom Flame. J'ai longtemps hésité à prendre le Spark qui est plus léger de 400 grammes. Et finalement, là-haut, on s'est un peu caillé, donc c'était l'idéal. Moins 4 degrés confort pour 1 kg. Et bien sûr, la couverture de survie pour mettre sous la tente et la protéger. Mon set de cuisine ultra light, avec à l'intérieur la tasse, le réchaud, la cartouche de gaz. Je reviens pas en détail sur ce kit, je vous l'ai déjà présenté dans une précédente vidéo. Je vous invite à aller la voir, je vous mets le lien dans la description. C'était une vidéo sur mon set de cuisine ultra léger, popote et réchaud. Évidemment, je reviens pas sur tous les accessoires. Bâton de randonnée, trousse à pharmacie, lunettes de soleil, poche à eau. Vous noterez tous les accessoires dans la description de cette vidéo et vous pourrez aller les revoir en détail dans la vidéo que j'ai faite sur le matériel à prendre en rando itinérante. Il y a un accessoire qu'on prend toujours et que là on n'a pas pris, la gourdinette à gnôle. Mais en même temps, on n'était pas démunis. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura servi, peut-être même que ça vous aura donné envie d'aller bivouaquer sur cette montagne mythique. Je vais juste profiter de cette vidéo pour faire 2-3 recommandations. Bivouaquer au sommet du Mont Aiguille, c'est absolument magique, mais rappelez-vous surtout que vous êtes dans un parc et de toute façon dans un milieu naturel qu'il faut respecter. Déjà dans le parc, les feux sont interdits, il y en a qui s'amusent à monter les grilles de barbecue pour faire les grillades au sommet, c'est une connerie. Respectez à la fois le sommet et les autres grimpeurs. Rappelez-vous que le bivouac est toléré, mais le camping interdit. Ça veut dire que la tente, on la monte pas avant 19h et on la démonte avant 9h le matin parce que c'est jamais agréable de déboucher au sommet en fin d'après-midi et de voir un campement qui ressemble à Woodstock. Rappelez-vous aussi qu'en montagne, on y va pour chercher le calme, pas faire la bringue. C'est une façon de respecter les lieux et les autres montagnards. Je vous encourage, pour vous faire rêver un peu plus, à aller lire l'article sur le blog d'Une Vie en Vrai. La semaine prochaine, je reviens avec un nouveau zoom sur une autre partie de votre matériel. Tu vas voir qu'il va complètement oublier de dire aux gens de s'abonner. Et puis d'ici là, je vous dis bonne rando, bon voyage et bonne course. Et ben voilà, il l'a pas dit. Bon alors si ça vous a plu, vous mettez un pouce, vous le partagez autour de vous. Pour s'abonner, c'est là, et pour voir une autre vidéo, c'est par ici. Et si vous avez des questions sur votre matériel, si vous avez besoin de conseils personnalisés, rejoignez-moi sur le groupe Facebook Le Bivouac et dites « Bonjour Monsieur Matos ».